Salutations mes petits amis lecteurs, on se retrouve pour ce premier live lecture bilan. Donc on va tester tout ça, je vous garantis pas que ce soit parfait, je vous garantis pas qu'il n'y ait pas des petits soucis, mais je voulais tester ce nouveau format, donc on va tester ce matin avec vous, et j'espère que ça va vous plaire. Et vous en faites pas, ceux qui ont loupé, ça sera rediffusé sur la chaîne. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, durant ce mois de février, j'ai lu pas mal de petites choses, malgré le fait que ce soit un mois un peu plus court que les autres, donc j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter. Tout d'abord, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki chez Pika Édition. Il m'a été conseillé par pas mal de monde, mais notamment Wellin de House Cup Lecture. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, encore une fois, c'est écrit dans mes stories à la une sur mon Instagram. Et donc, que dire de Seven Deadly Sins ? Pour le coup, j'ai beaucoup apprécié. On suit la princesse Elisabeth qui veut sauver son royaume et qui pour ça va chercher une bande de malfrats qui sont donc les Seven Deadly Sins, et ils ont chacun un péché qui leur correspond. Donc il y a la colère, l'envie, enfin bref, les 7 péchés, je les connais pas par cœur, mais vous voyez le bail. Et elle croise Meliodas, donc c'est le péché de la colère, et c'est censé être le chef des Seven Deadly Sins, et lui aussi cherche ses petits camarades, parce qu'ils ont tous été éparpillés dans l'univers qui s'appelle le royaume de Britannia. Et pour le coup, c'est très cool, parce que j'adore les dessins, c'est plein d'humour, c'est plein d'action. Il y a le petit cochon là, il fait des vannes tout le temps, je trouve ça hilarant. Lui, c'est un gros pervers, alors qu'on dirait qu'il a 10 ans. Mais il a pas grandi, enfin bref, je trouve ça juste hilarant. C'est vraiment bourré d'action. Et pour le coup, ça se lit hyper vite. Et je vous le recommande fortement. Je sais pas si vous les avez lus, mais ils sont très bien. Ensuite, j'ai enchaîné avec une BD. Je suis pas mal en mode graphique en ce moment parce que avec les cours, tout ça, c'est un peu compliqué de lire des gros romans. Donc j'ai lu Camelot, l'énigme du coffre de Alexandre Astier et Steven Dupré, je vais y arriver, chez Casterman. Et pour le coup, je sais pas si vous avez vu mon autre vidéo avant, mais j'avais pas trop aimé le tome 2. Et là, le tome 3, je l'ai bien aimé, comme le premier. Je l'ai trouvé mieux niveau intrigue, je l'ai trouvé mieux niveau humour, donc je préfère celui-là au tome précédent. Mais après, j'ai pas grand chose à vous dire dessus parce que ça reste une BD et puis ça reste Camelot, quoi, tout le monde connaît. Ou tout le monde devrait connaître. J'espère que toutes les personnes qui regardent connaissent. Ensuite, toujours une BD. Nin. Le premier tome, La ligne noire, de Darlo et Pilet, chez les éditions Kenz, je sais pas comment ça se dit. Et pour le coup, gros coup de cœur pour cette BD. Et je l'ai lu de base dans le cadre de mes études, parce que je vais devenir professeur des écoles. Et il fallait faire un carnet de lecture avec des livres de différents genres. Et je me suis dit, pourquoi pas caser une BD, parce que je vois très peu de professeurs qui étudient la BD. Et je trouve ça quand même vachement intéressant. Donc je l'ai pris comme ça, sans la connaître vraiment, et pour le coup, je la trouve géniale. Donc on suit une jeune fille dont j'ai oublié le... Nin, d'où j'ai oublié le prénom, mais grosse débile. C'est juste le titre, quoi. Donc on suit Nin, qui est une petite fille qui a été adoptée par 2 travailleurs de la RATP, enfin des travailleurs du métro, quoi, parce qu'elle a été trouvée dans le métro. Et résultat, elle voue un culte absolu au métro, elle adore se balader dans les lignes, elle adore prendre le métro, et elle veut faire un exposé sur le métro, et notamment sur une espèce de ligne abandonnée qui est un mythe, etc. Et au final, elle se rend compte que cette ligne a beaucoup plus à lui apporter qu'une simple bonne note à un exposé, parce qu'en fait, ça fait partie de son histoire. C'est là-bas qu'elle a été trouvée par les 2 messieurs qui l'ont adoptée. Et elle se rend compte qu'elle n'est pas forcément de ce monde, elle voit des petits papillons dans le métro qui sont les pensées des gens, elle rencontre un dragon de papier, quand il n'est pas
Avec elle, c'est un simple origami. Et quand il est avec elle, c'est un tigre. J'ai dit tigre, hein, j'ai pas dit autre chose. Hein. Bref, je sais pas. Et franchement, j'ai trouvé l'histoire très belle. Il y a des très beaux messages. C'est très rythmé. Les enfants peuvent facilement s'attacher au personnage de Nin, qui est adorable. Même si j'avoue qu'elle fait pas mal de bêtises. Mais elle est très cool. Et franchement, c'est une super histoire. Aussi bien, je pense, pour les enfants, donc cycle 3 à partir de 10-11 ans, que pour les adultes, parce qu'il y a aussi plein de messages un peu plus profonds. Et en plus, ça se passe dans le métro parisien, ce que je trouve très cool, parce qu'on retrouve toutes les petites lignes, toutes les petites stations qu'on connaît. Et c'est très sympathique. Ensuite, premier roman de février. Regardez-moi cette beauté. Le Trône de Fer, donc le premier tome de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu, les magnifiques éditions J'ai lu. Elles sont trop belles. J'ai lu, je suis vraiment amoureuse des couvertures qu'elle fait. Maison d'édition, c'est mieux. Que ce soit celles pour le Trône de Fer, celles-là qui sont trop belles, ou celles de l'Assassin Royal, que je vous montre assez souvent parce que j'aime beaucoup cette saga et que j'aime beaucoup les couvertures. Donc, que dire du Trône de Fer? Je l'avais déjà lu, mais j'ai décidé pour 2021 de terminer le plus de sagas possible que j'avais commencé. Sauf que le Trône de Fer, je l'ai commencé genre il y a 1 an, 2 ans, et se stopper 2 ans dans le Trône de Fer, c'est une très mauvaise idée. Je ne me rappelais plus des alliances, des personnages, de qui est avec qui, de qu'est-ce qui se passe de quoi. Hein. Je sais pas si j'ai besoin de vous résumer l'intrigue, hein, le Trône de Fer. On suit donc différentes maisons dans le royaume de Westeros et ils se battent en gros pour le Trône de Fer. Voilà, hein, tout est dit dans le titre. Sauf qu'il y a tellement de personnages, tellement de maisons différentes, tellement d'intrigues de partout, tellement de retournements de situation, de traîtrises, d'alliances, de... Enfin bref, je lis Game of Thrones avec un carnet à côté pour noter qui fait partie de quelle maison, qui est avec quelle maison, qui meurt aussi, parce qu'il y a pas mal de gens qui meurent. Bien que dans ce premier tome, j'ai pas vu beaucoup de morts encore. Mais bref, j'ai adoré. L'écriture est pas hyper fluide, mais j'aime beaucoup l'univers, tout l'univers, tous les personnages, bref, tout ce qu'il y a dedans, les loups, etc. Enfin bref. Les Stark sont mes préférés pour le moment. On m'a bien fait comprendre qu'il fallait pas que je m'attache trop à eux. Mais on m'a bien fait comprendre aussi que globalement, il fallait que je m'attache à aucun des personnages de cette saga, parce que apparemment l'auteur est un sadique. Ce que j'apprécie pas forcément. J'aime bien avoir mes petits personnages favoris qui vivent bien leur vie tout du long. Mais bon, on va voir. J'ai hâte de lire la suite, surtout que je les ai dans cette édition et qui sont trop beaux. Et je pense ne pas la faire traîner autant cette fois-ci parce que j'aimerais bien la terminer, puis il y en a pas mal quoi. Puis comme ça je pourrais peut-être commencer la série, qui paraît qu'elle est très bien aussi. Ensuite, on repart dans les graphiques avec The Promised Neverland, le tome 3 de Keiyu Shirai et Pozuka Domizu chez Kazé, un shonen. Promised Neverland, je pense que, étant donné que c'est le 3ème que je vous présente, vous savez à peu près l'histoire. C'est des enfants qui sont dans un orphelinat avec une maman, et en fait, c'est pas un orphelinat comme les autres, c'est une espèce de ferme où ils entraînent les enfants pour qu'ils soient mangés par des démons à la fin. Et donc on suit Norman, Ray et Emma, donc qui sont les 3 personnages là, qui essayent de faire en sorte de pouvoir s'évader de cette ferme avec tous les autres enfants pour les sauver, etc. Mais c'est pas évident parce que la maman veille au grain et que en plus, en dehors de la ferme, apparemment il y a des démons un peu partout, ce qui est pas non plus ouf. Et que puis-je vous dire là-dessus? Déjà, juste les dessins. Les dessins sont magnifiques. Voilà. Vraiment, à chaque fois, je passe hyper longtemps à regarder les premières de chapitres, parce qu'il y a des dessins plus détaillés que dans les chapitres eux-mêmes. Et ils sont oufissimes. Je les trouve hyper beaux. Et l'intrigue ne retombe pas une seule seconde pour le moment. Donc j'en suis qu'à 3 tomes.
Mais à chaque fois, il y a des nouveaux trucs, à chaque fois, il y a des rebondissements, à chaque fois... Enfin bref, on ne peut jamais reprendre son souffle. Et c'est extrêmement cool parce que je suis quelqu'un qui aime bien les lectures un peu rythmées, dès que c'est un peu... Enfin, surtout en graphique, dès que c'est un peu lent, bah, je me fais un peu chier. Et, et voilà, quoi, j'ai pas de temps à perdre quand je lis un graphique, c'est que j'ai besoin d'un truc court, que j'ai besoin d'un truc qui bouge, et que j'ai besoin d'histoire, quoi. Et pour le coup, The Promised Neverland, bah c'est nickel, il y a tout. Il y a l'histoire, il y a les personnages hyper intéressants qui évoluent, qui réfléchissent, enfin bref. Il y a les dessins, il y a l'univers, il y a l'intrigue, enfin bref, il y a tout dans The Promised Neverland. Je pense que je suis pas la seule à faire sa promo, à faire sa pub, mais vraiment, je suis d'accord avec tous ces gens. Alors que généralement, quand un truc est hyper hypé, ça a tendance à me saouler et j'ai tendance à pas trop aimer parce que justement c'est trop aimé par les autres. Mais là, pour le coup, je ne peux qu'acquiescer. Je suis d'accord avec eux. Donc bah lisez. Lisez The Promised Neverland. En plus c'est des mangas, ça se lit vite. Ensuite, encore un manga. Encore un peu hypé. L'attaque des Titans, le tome 4 de Hajime Isayama, chez Pika Édition. Et hypé parce que bah, y a la dernière saison qui sort en ce moment là. Sauf que moi j'en suis qu'au tome 4, hein, je commence après tout l'univers, je pense. Toute la planète entière. Et que dire de ce tome-ci? Je l'ai un peu moins apprécié que les autres. Parce que il y a beaucoup de retours dans le passé au moment où Eren, donc on suit Eren, hein, qui veut globalement tuer tous les titans parce qu'un titan a tué sa mère. Voilà, globalement. Et donc on revient dans le passé au moment où Eren et toute la troupe, donc je crois que la fille c'est Misaka si je me trompe pas, et Armin, son autre pote. J'ai un problème avec les prénoms, je m'excuse. Ils arrivent en... On voit donc le moment où ils arrivent à l'école de l'armée contre les titans, là, pour faire partie du bataillon d'exploration, justement. Et ça m'a un peu laissé sur ma faim parce que à la fin du tome 3, on les laisse à un moment crucial pour eux, notamment pour Eren. Et quand tu commences celui-ci, on t'en parle vite fait. Puis après, ça passe à toute une partie en amont. Et je vous avouerai que cette partie, elle m'a fait un peu chier. Parce que ça m'intéressait pas plus que ça, quoi. On connaît déjà ses motivations, on sait déjà de quoi il est capable, donc le retour en arrière m'a un peu saoulée. Mais bon, il est là, il est là. Par contre, la fin a remonté le niveau, parce qu'on retourne donc dans le présent, on retourne au moment crucial, il se passe des trucs de ouf, la fin est épique, il y a un cliffhanger encore, et je n'ai pas le tome 5, bien évidemment. Mais ouais, globalement, tome en demi-teinte, puisque je me suis fait chier une bonne partie, alors que c'est un manga, donc c'est censé être court quand même. Donc je me suis fait chier une bonne partie, mais la fin remonte largement le tout, et j'ai très envie de savoir la suite, parce que l'univers m'intrigue beaucoup, et j'ai vraiment envie de savoir d'où viennent les titans, qui ils sont, Eren, qu'est-ce qui se passe pour lui, etc. Voilà. Bon, après, les dessins pas ouf, enfin moi j'aime pas, c'est des grands traits de crayon... comme il y a beaucoup de scènes de combat aussi, je trouve c'est un peu brouillon. Mais l'histoire est pas mal. Voilà. Ensuite, ça va en faire rire plus d'un. Le cas de Jack Spark. Le tome 1, enfin saison 1 Été mutant de Victor Dixon chez Gallimard Jeunesse, édition Pôle Fiction. Oui. Que serait un bilan sans un livre de Victor Dixon? Je vous le demande. Ici, j'ai lu son tout premier livre, c'est sa première saga, Le cas de Jack Spark, et ça se voit, ça s'est senti dans l'écriture. Donc moi, comme j'ai lu ses derniers livres au début, et celui-là après, j'ai vu une régression dans son écriture, mais ça veut dire qu'il a évolué, donc c'est pas mal. J'ai eu pas mal de soucis sur les 100, 150 premières pages. C'est un beau bébé, il fait 640 pages quand même. Parce que j'ai trouvé ça très très jeunesse. Donc, Victor Dixon écrit pour la jeunesse, hein, mais il écrit du young adulte en ce moment, et c'est un peu plus... Enfin, je trouve ça un peu mieux. Mais là, j'ai trouvé ça très 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 jeunesse. Notre protagoniste, il a 15 ans, à peine. Et en gros, il a des insomnies pas possibles, donc il dort pas, ce qui fait que la journée, il dort.
en cours, etc. Donc c'est la merde. Et ses parents décident de l'envoyer dans un camp qui est censé gérer tous les soucis des ados. Donc il rencontre une kleptomane, un hypochondriaque, enfin bref, plein de soucis psychologiques divers et variés. Et donc il se retrouve dans ce camp-là. Et il s'avère que ce camp est en fait une espèce de camp de torture pour jeunes adolescents tenus par des monstres. Et s'ensuit toute une série d'aventures avec ses petits camarades. Le début assez lent et assez niais, enfin c'était très... Déjà, il tombe amoureux de la fille dès qu'il la voit. Après, il a des réflexions. Bon, après, il a des réflexions d'ado de 15 ans, hein, mais... Ah, mais moi, maintenant qui en ai 22, ça m'a un peu saoulée. Mais à partir du moment où l'action démarre, là, pour le coup, j'ai retrouvé Dixon et ça m'a fait très très plaisir. On retrouve aussi toute sa manie de se renseigner énormément sur les choses et de donner beaucoup d'informations sur un sujet. Là, en l'occurrence, c'est les monstres. Je vais pas vous dire trop ce que c'est les monstres parce que ça vous spoilerait un peu, mais c'est des monstres particuliers et il fait toute l'histoire de ces monstres-là, toute l'histoire dans le folklore, tout ce qu'on a comme vision d'eux, toutes les légendes, etc. Et il compare à ce qu'ils sont vraiment, en tout cas, ce qu'il en fait dans son livre, parce que j'ose espérer qu'il n'existe pas réellement. Et beaucoup d'action, une fin en cliffhanger, hein, mais ça c'est habituel. Je ne sais pas si Victor Dixon sait terminer un de ses livres d'une autre manière. Je ne pense pas. D'ailleurs, je pense demander des dommages d'intérêt envers cet auteur pour toutes les fois où il m'a fait ce genre de coup. Bref, c'était une lecture sympa, c'était pas un coup de cœur absolu, notez-le. C'est un livre de Dixon Hounet et ce n'est pas un coup de cœur absolu. Je pense qu'on peut noter cela. Tout de même. Mais c'était très sympa à lire et j'ai très envie de connaître la suite parce que la fin, je vous ai dit, a fini en cliffhanger et elle est très cool parce que on sent que déjà entre le début et la fin du livre, les personnages ont évolué et j'espère que ça va continuer comme ça dans les 3 autres tomes et que il va se passer des trucs très intéressants. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite, avant-dernier livre, Percy Jackson, le tome 3, Le sort du titan de Bref, c'est écrit là. Chez Albin Michel Jeunesse, donc. Pour le coup, j'avais un peu peur de replonger dans Percy Jackson. Donc, je vous l'ai dit, mon objectif 2021, c'est de terminer absolument le plus de sagas possible. Et Percy Jackson, je l'ai commencé, je devais être au collège, pour le coup. Et je l'ai jamais terminé. J'avais lu le 1 et le 2. En fait, je l'ai commencé au moment où le film est sorti. Je me suis dit, tiens, le film est cool si on lisait les livres qui correspondent. J'avais beaucoup aimé à l'époque, et j'avais peur de beaucoup moins aimer maintenant, parce que c'est une saga vraiment jeunesse aussi, Percy Jackson, et je me suis dit, j'ai un peu mûri, légèrement, hein, parce qu'on peut pas dire que je suis très mature, j'ai un peu grandi, et je suis pas sûre que ça me plaise. Et donc j'ai profité d'une lecture commune organisée avec les gens du Vilain, je vais pas le dire en anglais, Vilain Reading Challenge. Vilain, il va rester vilain. Et pour me lancer, parce qu'en plus ça se lit vite, donc je me suis dit bon à la limite, ça se lit vite, let's go, c'est parti. Et au final, agréablement surprise. J'avais peur déjà aussi de ne pas me rappeler des 2 premiers tomes, parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai lu il y a 10 ans 7 ans, enfin bref. Mais Rick Jordan, enfin bref, l'auteur, je vais arrêter de vouloir dire son prénom. L'auteur fait beaucoup de rappels dans son bouquin, donc je pense que si on les lit à la suite, ça peut être chiant, mais pour moi ça a été très cool, parce que résultat, j'étais absolument pas perdu. J'avais tous les éléments importants qui m'étaient rappelés, et j'ai pu suivre ma lecture et en profiter parce qu'elle était vraiment pas mal. Alors certes, c'est jeunesse, ça se sent dans l'écriture, ça se sent dans la réaction des personnages, mais ça m'a moins choqué que le début du cas de Jack Spark, par exemple. Percy, je le trouve très cool. J'ai eu un peu de mal avec les personnages de Zoé et Talia, mais elles ont évolué entre le début et la fin du roman. On a compris pourquoi elles se comportaient de telle manière, c'était pas genre juste comme ça pour faire des filles énervantes. On a compris ce qui se passait, enfin bref, c'était très intéressant. En plus, j'adore tout ce qui est mythologie.
Vous l'avez vu, j'ai montré Circé, j'ai montré le chant d'Achille, enfin bref, tout ce qui est mythologique, j'aime beaucoup. Et là, l'espèce de décalage entre notre monde contemporain et le monde mythologique, qui au final se rejoignent, puisque Percy est le fils de Poséidon, etc. Bah, je trouve ça hilarant. Je trouve ça extrêmement drôle, genre Apollon, dieu du soleil. J'ai un doute là. On va dire oui. Qui se balade dans un char normalement pour faire passer le soleil toute la journée, quoi. Là, il se balade dans une espèce de Ferrari. Enfin bref, c'est. Je trouve ça hilarant, ça me fait beaucoup rire. Tous ces espèces de. Je sais pas comment on dit. Non, c'est pas ça. J'ai oublié le terme. Mais bref, quand il y a une espèce de décalage entre le présent et le passé, et que ça se rejoint, et que ça donne des trucs drôles comme ça. Enfin bref. Les personnages, donc j'ai dit, ils évoluent, tout ça, tout ce que j'aime chez les persos, même s'ils sont un peu enfantins, ils grandissent beaucoup dans ce tome-là, et je pense que ça va être encore mieux dans les 2 autres tomes qui arrivent, puisqu'il me semble qu'il y en a 5. L'intrigue est très cool, pour le coup, aussi. Donc ça a été une agréable surprise. Je m'attendais vraiment à une lecture bof. Bon, après, c'est pas un coup de cœur absolu, hein, je suis pas là en train de dire que c'est le meilleur livre de l'univers, mais franchement, j'ai passé un bon moment. Ce qui est quand même l'essentiel quand on lit un livre. Et enfin, j'ai terminé le mois de février avec Dune, le 2e tome, le Messie de Dune de Frank Herbert aux éditions Pocket, qui pour le coup là est beaucoup plus adulte comme lecture et qui a été un véritable coup de cœur encore une fois. Dune est incroyable, mais je vous l'ai dit dans la vidéo juste avant. D'ailleurs, j'ai fait acheter des Dune à des gens, ce que j'en suis très fière. Que dire de ce tome-là ? Il y a le retour de certains personnages, la découverte de nouveaux, des intrigues politiques toujours plus complexes, des visions de Paul toujours plus floues, une limite entre la réalité, le présent et les visions, le futur, le passé, enfin bref, toutes ces visions à Paul. On a toujours l'histoire d'amour entre Paul et Chani qui est hyper belle, je trouve. On a des trucs par contre qui se passent dans ce livre. Je vous jure, mon cœur n'en est pas sorti indemne. Hein. Il y a des passages, oh mon dieu. Je sais pas, je pense que là on est à un tournant avec ce tome de la saga. Parce qu'on voit disparaître certains personnages, on voit apparaître d'autres. Et on va être dans une nouvelle ère, Je sais pas comment ça va se passer, mais j'ai très hâte de le savoir, parce que jusqu'à présent, Frank Herbert, il a fait un sans faute entre l'univers qu'il a créé, la manière qu'il a d'écrire, les personnages, ce qu'ils ont en eux, le fait qu'ils soient torturés, mais le fait qu'ils... Enfin, je sais pas comment vous décrire ce livre, parce qu'en plus c'est un 2e tome, donc j'ai pas envie de vous spoiler quoi que ce soit, mais juste lisez cette saga, elle est incroyable. C'est de la science-fiction pure et dure, mais... elle n'est pas incompréhensible. Bien évidemment, si vous êtes fatigué, si vous avez mal au crâne, si vous voulez pas un truc pour vous prendre la tête, ne lisez pas Dune là maintenant tout de suite. Mais vraiment, lisez-le à un moment donné parce que c'est un chef-d'œuvre de la science-fiction et je pense qu'il mérite amplement. Vraiment. Et en plus, Frank Herbert, il sait écrire de manière à vous prendre complètement et vous faire tourner les pages. Par exemple, j'avais lu autre classique de la science-fiction, Le meilleur des mondes, Merde. Je sais plus. Ah merde, j'arrive pas. Son prénom me revient pas. C'est pas grave, vous savez. J'ai lu Le meilleur des mondes. C'est Huxley. Enfin bref, ça finit par Huxley, mais j'ai un trou. De toute manière, à chaque fois qu'on veut parler de quelque chose, on a un trou, donc... Bref, j'avais lu Le meilleur des mondes, et pour le coup, j'avais eu beaucoup de mal, parce que c'était très très scientifique dans la première partie, et c'était compliqué à lire, alors que là, le scientifique est très emboîté dans l'histoire. Donc en fait, bien évidemment, il y a des moments un peu complexes et très scientifiques, parce que c'est de la science-fiction, mais... comme c'est emboîté dans l'histoire, ça se lit de manière hyper fluide et c'est très cool. Vraiment, c'est... je pense qu'il a fait un excellent travail et que juste lisez-le en fait. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Lisez ce livre. Voilà.
j'ai fini de vous présenter tous les livres que je voulais vous présenter. Si je vous devais vous en conseiller un sur ce mois, mon coup de cœur ça a été Dune 2, mais je vais pas vous conseiller un tome 2. Je vous conseillerais plutôt la baie des Nines, parce que pour le coup ça a été un coup de cœur aussi. Pour le coup ça a été un coup de cœur, bref, vous m'en voulez pas. Ça a été un coup de cœur et c'est très sympa et je pense que ça peut convenir à beaucoup de lecteurs et bref, partagez ce travail. D'ailleurs j'ai oublié de vous parler des dessins dans cette BD qui sont incroyables. Il y a des jeux de lumière entre clair, obscur et tout, c'est sublime. Donc sur le mois, je vous conseille cette BD là. Sur ce, je dis au revoir aux gens qui regardent en replay. Et je vais rester pour ceux qui regardent en live, si ils ont quelques questions ou s'ils veulent échanger et tout ça, quoi. Me dire ce qu'ils ont pensé de ça, si c'était trop rapide, si c'était trop long, si c'était pas clair, si c'était nul, vous avez le droit aussi. Je vous aime très fort. Et je vous dis au revoir.